législatives 2022. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Debrosse. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidate sur la 2e circonscription. Pour quel parti représentez-vous? Alors déjà, je ne représente pas un parti, mais un mouvement. Un parti, c'est déjà une idéologie, des choses parfois très verticales à appliquer. Et un mouvement, c'est un ensemble d'idées qui font remonter du citoyen, histoire d'avoir des idées pratiques à mettre en œuvre. Et ce mouvement, c'est Résistant avec Jean Lassalle. Donc Jean Lassalle, qui est bien connu dans la région. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce parti? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce parti? Dans ce mouvement, ce qui me plaît, c'est que précisément j'ai pu adapter le programme aux réalités du terrain, des Landes. Donc on fait ça en concertation et on peut mettre vraiment ce qui touche les Landais. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est évidemment la personnalité de Jean Lassalle, le fait que ce soit quelqu'un qui aime véritablement les gens. Et quand je dis qu'il aime les gens, c'est qu'il n'hésite pas à donner sa vie pour les gens. Souvenez-vous, il avait quand même réussi à sauver la fermeture d'une usine. Il y avait 150 emplois qui étaient menacés et il a fait une grève de la faim de 39 jours. Est-ce que vous vous souvenez d'un autre personnage politique qui était prêt à sacrifier sa vie pour les gens ? On retrouve dans cette idée-là un peu votre philosophie de vie aussi, puisque on va essayer de vous connaître un petit peu, puisque oui, volontiers. Vous êtes, c'est la première fois qu'on vous voit. Justement, est-ce que vous avez un parcours politique ou c'est une première? Alors c'est une première. Je vais vous dire que c'est dans la continuité de mon travail. C'est-à-dire qu'au départ, je suis conseil en gestion de patrimoine. J'ai fondé la finance humaniste parce que précisément la finance, ça n'est pas un vaudeur, ça n'est pas une fin en soi. On n'est pas là pour mourir avec son trésor. On est là pour utiliser la finance pour qu'elle soit un moyen au service de causes. Mais ces causes peuvent être tout simplement la vie de votre famille, l'éducation de vos enfants, la retraite, plein de choses comme ça. Et il est arrivé une loi sur les conseils en gestion de patrimoine qui était l'amélioration du service rendu. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour améliorer ce que j'essaye de bien faire. Et puis on m'avait dit, oh, faites donc des newsletters. Je me suis dit, mais c'est rien de n'importe quoi. J'explique à chaque fois aux gens comment il faut faire. Donc je me suis dit, ce que je ne fais pas et ce que les autres ne font pas, c'est s'interroger sur ce que va devenir demain si on reste les bras ballants. Et comme bon, il y a quand même des gens qui sont très spécialisés là-dedans, en politique, j'ai commencé par interroger pendant le confinement des sénateurs qui étaient tout à fait maîtres de leur sujet. Et donc, au fur et à mesure, j'ai creusé avec eux les questions qui m'intéressaient, quel que soit le parti d'ailleurs, parce que c'est pas mon propos. Justement, moi, l'idée, c'est d'avoir un mouvement qui soit un mouvement citoyen dans l'intérêt des gens. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée. Bon, d'abord avec cette gestion du Covid que je trouvais vraiment aberrante. Enfin, en montagne, on fermait les télésièges alors qu'on respire si bien en montagne. Donc, j'ai interrogé d'abord les sénateurs des Alpes et puis après un sénateur des Pyrénées, Pierre Médevielle. Et ensuite, je me suis intéressée à tout ce qui touche vraiment les gens. Quand ils me disent on paye trop d'impôts, eh bien, j'ai interrogé le vice-président du Sénat qui a rédigé un livre sur la révolution fiscale, ça veut tout dire, et ça veut dire vraiment mettre à plat la fiscalité pour éviter les doubles taxations comme la TVA sur les taxes sur les carburants. Donc vous ajoutez de la taxe sur la taxe. Vous faites la même chose avec la CSG qui touche tous les revenus, que ce soit les retraites, les salaires, les revenus locatifs. Bon, on en passe et finalement plus personne s'y retrouve et c'est comme ça qu'on a des gilets jaunes dans la rue, c'est comme ça qu'on a des mouvements de toutes sortes. Et la France a besoin d'être apaisée, la France a besoin d'être unie. Et donc, c'est ces différents sujets que j'ai voulu explorer. Voilà. Et donc, dans ce cadre, pardon, je suis un peu longue, mais à un moment donné, il y a eu la présidentielle, et je me suis dit, mais j'ai vraiment
il y a un personnage là sur l'échiquier politique que je ne connais pas bien, qui m'intrigue, et qui est Jean Lassalle. Et il est venu me voir à la Finance Humaniste précisément. D'abord parce que ça l'intéressait de savoir ce que c'était une finance humaniste, il n'avait pas entendu parler de ça. Et c'était surtout parce que, voyez, quel est finalement le point commun entre un homme qui donne sa vie pour sauver une usine de 150 personnes et quelqu'un qui chante ses cantos parce qu'il veut alerter sur la fermeture d'une gendarmerie. Mais c'est tout simplement l'amour qu'il a des gens. Et ça, je me suis dit, comme sens des valeurs, comme c'est prioritaire à toute chose, c'est pour ça qu'il est complètement hors parti, hors inclassable, parce que l'amour, c'est pour tout le monde qui veut être heureux. Et donc après, il suffit de prendre les bonnes mesures pour y arriver. Vous pensez que c'est une des raisons de l'abstention aussi? Le fait qu'on ne s'y retrouve pas, comme vous venez de le dire, qu'on ne se sente pas finalement concerné par ce qui se passe? Alors, ne pas se sentir concerné, je ne crois pas. Les gens se sentent très concernés, mais ils se sentent surtout très désespérés de ne pas retrouver ce sens des valeurs. Et preuve en est que certains se sont dit « on va voter utile ». Utile ne veut pas dire agréable dans tous les cas. Et donc, il y a eu une grosse partie qui est allée vers Macron, parce qu'évidemment, quand on est en période de guerre, on est beaucoup plus légitimiste, donc on va vers le président sortant. Ensuite, il y en a d'autres qui sont allés vers un groupe d'opposition, mais qui est d'opposition systématique, puisqu'une fois encore, c'est partisan. Et puis d'autres qui sont aussi sur des peurs d'extrême, tout se conçoit, c'est pas le sujet. Mais le troisième vote utile, qui a été plus utile que tout le reste, ça a été celui de Jean Lassalle. Parce que figurez-vous, il a donc doublé son score par rapport à la présidentielle dernière, alors que sur les médias nationaux, il a été très peu présent. Et donc, au final, il a fait plus que Hidalgo, il a fait plus que Roussel, alors que ces deux-là étaient précisément sur les plateaux. Et donc, voter utile, c'est voter avec le cœur. Et c'est comme ça qu'on avance. Et il aurait eu effectivement ces grands médias, il aurait pu exprimer son programme sans que... Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une vraie demande de la politique différente, qu'il faut aller sur d'autres logiques? Mais plus que jamais. En fait, est-ce que la gauche et la droite existent? Parce que c'est aussi ça la question. Vous voyez, sur un parti qui est classé à l'extrême droite, j'ai du mal à comprendre ce classement d'extrême droite. C'est-à-dire que vous avez une politique qui est plutôt sociale, et puis vous avez aussi du sécuritaire, voire du très sécuritaire. Est-ce que ça fait un parti de droite? J'en suis pas du tout convaincue. Bon. Après, on parle du parti présidentiel où il y a beaucoup d'agrégats. Ce qui se passe et qui est véritablement dangereux, c'est qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et pourquoi ça? C'est parce que les députés, les futurs députés du parti présidentiel sont tenus à signer une charte selon laquelle ils ne s'opposeront pas à ce qui est proposé. Mais vous imaginez? Ça veut dire que là, on a une véritable confiscation du pouvoir. Et donc c'est pour ça que c'est si important d'être au sein d'un groupe, soit à l'Assemblée, soit au Sénat, qui soit du type territoire et liberté, où chacun peut encore penser, peut encore réfléchir et dire oui, ça c'est bien, on va voter pour. Par exemple, l'alternance, moi j'ai trouvé que c'était formidable comme dispositif pour faire entrer les jeunes dans le monde de l'entreprise, mais des choses qui sont aberrantes, il faut savoir voter contre et qu'on vous autorise à voter contre. Mais c'est quand même un véritable scandale si on se met, soit alors qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, à voter soit pour un parti d'extrême gauche qui va systématiquement voter contre, ou un parti présidentiel qui de toute façon aura décidé de ne pas réfléchir. On est contraire à l'esprit français qui dit il faut pouvoir comparer et choisir en son âme et conscience. Et donc c'est pour ça que c'est si important.
Alors, c'est vrai que je pose vous avez un peu répondu, mais pour être plus précise, je pose cette question souvent sous forme de boutade, mais en France, on est en démocratie ou en dictature? Parce que tel que vous l'expliquez, c'est pas trop la démocratie. Alors, c'est bien entendu une façade démocratique, mais il y a une dérive. Je ne suis pas pour autant d'accord avec un retour à la 3e ou à la 4e République qui favoriserait, par exemple, les petits partis avec de la proportionnelle, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus moyen de diriger. La 5e, telle qu'elle est une bonne constitution, mais c'est la façon dont le pouvoir est exécuté par le président actuel qui impose aux partis et à ceux qui le rejoignent de voter pour lui. C'est ça, c'est la pratique du pouvoir qui n'est pas bonne. Et c'est véritablement coupable et dangereux. Quand on voit que les gens n'ont plus de voix, ils ne sont plus entendus, là, ça ne va pas. Ça, c'est pas possible. Alors, on va revenir un peu. Vous partez dans cette aventure, vous n'êtes pas toute seule. Donc, tout le monde a un suppléant, donc dans votre cas, homme. Vous pouvez nous le présenter et comment vous travaillez avec lui et quel va être son rôle dans votre méthodologie de travail? Alors, je me présente avec Joris Duburc. Quand je lui ai parlé de me rejoindre, pour Jean Lassalle bien entendu, il m'a dit « mais Jean Lassalle, c'est un héros ». Et effectivement, il a fait toutes ces choses dont j'ai parlé au début. Pour les Gilets jaunes, il a tenu coûte que coûte à l'Assemblée. Même il a écopé d'une amende à revertir son gilet jaune, mais pour dire juste qu'il était avec les gens et qu'il fallait les aider, trouver une solution. Donc il m'a dit c'est un héros. Et de la part d'un jeune de 24 ans, je me suis dit mais c'est extra, c'était un oui d'office. Et puis j'aime beaucoup son parcours, c'est-à-dire qu'il a un parcours de générosité vis-à-vis des gens. Il est déjà à 24 ans un ancien pompier, puisqu'il a fait 5 ans chez les pompiers, donc il n'hésite pas à se mettre en jeu pour les autres. Il est cariste, très pragmatique, il aide beaucoup dans l'entreprise de négoce de bois où il est. Et il a décidé de reprendre ses études en informatique pour faire de la cybersécurité. Donc ça me fait plaisir d'avoir un jeune qui va ainsi de l'avant et qui trouve qu'il faut réfléchir et qu'il faut se battre. Voilà. Alors, on va partir maintenant sur le rôle de la députation, du député. Alors, c'est un rôle un peu particulier puisqu'il a une partie à Paris, au niveau national pour défendre des idées nationales, et puis une partie locale, très territoire. Comment on arrive à jongler sur les deux pour vous ? Alors déjà, je trouverais intéressant de restaurer le mandat local pour que précisément le député soit toujours bien à l'écoute du terrain et soit en quelque sorte incité à le faire. Bon, mais ma démarche, c'est déjà d'aller voir différents maires. J'ai pris rendez-vous régulièrement avec eux pour qu'ils puissent m'expliquer les réalités du terrain, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et être sûr que la réalité locale soit bien prise en compte. Et bien entendu, là je vais organiser une réunion d'échange avec les habitants. Et puis, Jean va venir à Dax aussi très, très prochainement. Et donc, c'est vraiment d'être à l'écoute du terrain. Mais bien sûr, de défendre à Paris ses idées et de le faire avec d'autres pour que ça passe. Voilà, on peut toujours exercer un mandat en indépendant, mais si on le fait au sein d'un groupe, on a plus facilement la parole. On n'est pas forcément obligé de chanter parce qu'on ne vous donne pas la parole. Vous voyez, quand vous me parliez démocratie ou dictature, il y a ainsi des règles qui sont posées que précisément le député n'a pas nécessairement voix au chapitre. Et donc il faut s'organiser pour que ça puisse se faire. On va regarder, le 20 juin, vous êtes élu. Quels sont les dossiers nationaux qui, pour vous, sont les plus importants qu'il faut prendre tout de suite à bras-le-corps? Alors, tout de suite à bras-le-corps ou par ordre d'importance? Quelle est votre question?
Dans les deux. S'il est important, il faut y aller vite. Hein. Donc, allez-y, par ordre d'importance. Vitesse et précipitation, ce n'est pas nécessairement la même chose. Et justement, quand c'est important, il faut aussi prendre le temps de réfléchir. Alors, donc, par ordre d'importance, on va partir. Alors si c'est par ordre d'importance, on est allé beaucoup trop loin dans la dépense publique. On a fait des choses qui sont tout à fait contre-productives et qui ne vont pas dans le sens du local, précisément. Tout à l'heure, je parlais de tout ce qui était la culture des asperges. Bon, précisément. Donc, la culture des asperges, les agriculteurs cherchaient des saisonniers. Qu'est-ce qui se passe au moment du Covid? On dit, au niveau de Paris, « Oh, mais ça va être très difficile de trouver un emploi, donc on va rallonger la durée du chômage. » Or, les agriculteurs, ils n'avaient plus personne. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait alors que c'était, soi-disant, il fallait fermer les frontières? On a autorisé l'ouverture des frontières pour les étrangers parce que les Français ne travaillaient pas parce qu'on avait rallongé leur temps de chômage. Donc, si vous voulez, il y a quand même des aberrations où, quel que soit le parti, faut pas exagérer. Parce que ça, c'est de l'argent gaspillé et ça ne va pas dans le sens de l'effort. Vous travaillez, je travaille, tout le monde travaille. Il faut que tout le monde s'y mette pour que les agriculteurs et les saisonniers, que les gens du littoral puissent avoir des saisonniers l'été, ceux qui sont en montagne aussi l'hiver. Donc le marché doit absolument se débloquer. Donc ce serait priorité à l'emploi, mais aussi priorité à tout ce qui est déficit budgétaire. Faut quand même pas profiter, nous, à notre génération, et laisser tout ça aux générations futures. Ça me paraît tout à fait irresponsable. À vous écouter, le plein emploi est possible ? Ah oui, le plein emploi est possible. D'ailleurs, avec le programme que Jean a présenté à la présidentielle, en tout cas sur papier, puisqu'il avait du mal à s'exprimer dans les médias, mais l'idée, c'était justement de réussir à créer le plein emploi. Et c'est tout à fait faisable. C'est-à-dire qu'il y a à peu près entre 80 et 90% des villes et villages qui font moins de 15 000 habitants. Et son idée, c'était de créer une zone franche pour toute cette majeure partie du territoire. Ce qui fait que les entreprises qui s'installeraient ne paieraient pas d'impôts. Vous imaginez la solution que c'est déjà au plein emploi, puisque là, il y aurait de l'emploi partout. On n'aurait plus certains villages qui sont des villages fantômes. On aurait à nouveau des écoles qui pourraient être maintenues ou réouvertes, puisque fatalement les familles viendraient travailler. Et donc tout ça, c'est vraiment un cercle vertueux qui peut être mis en place. On est aussi une grosse région agricole, donc l'agriculture, ça réduit, alors que vous pensez qu'on peut vraiment faire fonctionner l'agriculture? Ah oui, je pense même qu'il faut un grand plan pour l'agriculture et que l'agriculture, comme tout, enfin, tout ce qui est vivant dans notre département, c'est tout à fait essentiel. Et je pense qu'il faudrait réformer la PAC, la politique agricole commune, et qu'elle aille aux exploitants qui travaillent véritablement la terre, hein, pas forcément les grandes exploitations, parce que sinon ça crée vraiment des disparités qui ne sont pas souhaitables. Voilà. Et un autre sujet qui vous importe beaucoup, là, quand on a discuté ensemble, c'est que le citoyen retrouve sa place, qui se saisisse des sujets. Vous trouvez qu'aujourd'hui, il n'est plus tout à fait maître et qu'il ne veut pas s'en intéresser ? Alors, c'est pas qu'il ne veut pas s'en intéresser, mais c'est ce qu'on disait au début. Si ils se mettent à voter sur des partis qui se sont coalisés pour être bloc contre bloc, où est l'unité nationale? Évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc, fatalement, ils s'en désintéressent, puisqu'ils n'ont plus voix au chapitre. Donc, ce qui serait vraiment important, c'est de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, pour que les gens, quand ils ont envie d'aborder un sujet, ce soit donc pas
Paris qui décide, mais les gens, eux, c'est pour ça que je vous parlais de mouvement tout à l'heure, et qu'ils disent, ben voilà, on va mettre tel ou tel sujet sur la table. On le passe au vote, et voilà, que ce soit à l'initiative des citoyens. Ça, c'est le premier point pour lequel, par lequel ils peuvent se ressaisir des choses. Et puis, il y a aussi autre chose qui est très important, c'est de faire en sorte de comptabiliser le vote blanc. Et si on a, mettons, 2 ou 3 gros groupes qui sont là pour s'affronter et qu'à chaque fois, les gens votent ou par dépit ou parce qu'ils ne voient plus comment faire et ils se disent c'est soi-disant l'utile, bon, alors qu'il n'y a pas nécessairement des... Enfin, il faut défendre des valeurs pour qu'on y arrive. Le vote blanc, ça veut dire, ah ben, tel grand parti ou tel autre grand parti, revoyez donc votre copie parce qu'on n'en veut pas de vous. Et donc forcément, les suivants passent au devant. Et du coup, ils arrivent à faire émerger leurs idées, même si les grands médias ne se sont pas occupés de faire émerger ces idées. Voilà. Et donc comme ça, grâce à ce vote blanc bien comptabilisé, les idées pourraient être en valeur. On va attaquer les 5 dernières minutes. Donc, on va finir avec un autre sujet on va voir, c'est les traditions. Les traditions, pour vous, ça doit être quelque chose dont on s'occupe vraiment et pas qu'on les détruise et puis qu'on les mette au cœur du territoire. Même qu'on puisse les valoriser. Les traditions, c'est très très important. On a de magnifiques frontons, on a du sport, on a plein de choses qui sont vivantes. Il y a aussi la chasse, ça fait partie de notre patrimoine. Il y a toutes ces fêtes magnifiques, la course hollandaise. Moi, j'aime bien aller à Vieux-Boucau, même dans l'arène avec les vachettes, c'est très drôle. Mais elle court plus vite que moi, hein, donc il faut que je me cache aussi derrière voilà, les barrières aussi de temps en temps. Mais non, vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, l'idée aussi, c'est se vivre ensemble, c'est la fête, c'est retrouver cette joie d'être tous ensemble. Donc, on pourrait créer 3 fêtes. La fête du sport, la fête du savoir, parce qu'il faut aller de l'avant. Et puis, l'autre fête, elle existe déjà, la fête de la musique. Voilà, mais c'est autant d'occasions d'être ensemble et de partager des beaux moments. Alors, un dernier sujet avant de finir, c'est que pour pouvoir partager ensemble, il faut rester. Et il y a une vraie spéculation dans notre territoire, c'est un vrai problème, il y a une spéculation foncière. Comment on peut faire pour endiguer ça et pour que les jeunes puissent rester sur place ? Alors j'aime beaucoup votre question parce qu'elle est réelle. Ça commence par le littoral. Le littoral, bon, on l'a vu déjà avec le Pays Basque, il arrive un moment où les personnes en local vont avoir du mal à se loger. Donc il faut vraiment trouver, là encore, un vivre ensemble entre les personnes qui viennent juste l'été pour faire vivre la région pendant 2-3 mois, et puis tous les autres. Donc il faut aussi faire des logements à l'année. Alors c'est pas simplement important pour la vie en général, mais il y a un maire qui me parlait des casernes de pompiers. Bon, si les pompiers ne sont pas logés à proximité immédiate de la caserne, le temps qu'ils arrivent de là où ils sont, eh bien, le blessé, il a le temps d'y passer. Donc c'est important aussi, c'est un sujet de sécurité nationale. Et dans les campagnes où on a aussi une population vieillissante, c'est très important d'attirer les jeunes, de remettre par exemple des vieilles granges en état pour le logement et que les jeunes s'approprient cette culture, cette vie à la campagne. Et j'avais noté un exemple qui est déjà concret avec des jeunes qui sont partis en programme Erasmus, non pas à l'étranger, mais à la campagne. Et figurez-vous que ça leur plaît et qu'ils y restent. Et que je pense que la campagne, c'est l'avenir aussi de notre région.
On va rapidement regarder vos dates puisque c'est pas ce week-end mais le week-end d'après qu'on vote. Quels sont les 2 ou 3 moments forts d'ici le 12? Alors, d'ici le 12, il y a à Hossegor une réunion publique d'échange avec qui a envie de venir. Et c'est une réunion le vendredi 3 juin à Studio 40. Et également, nous faisons un Pâques-landais des candidats résistants. Et nous serons tous les 3 à Dax avec Jean Lassalle qui se déplacera en personne mardi 7 de 15h à 18h, voilà, à la Fontaine Chaude et jusqu'à la cathédrale. J'espère qu'on sera très nombreux. On va finir avec cette dernière question, qui est la question que je pose à tous les candidats que je reçois. Le 12, donc il va falloir aller voter, 11 choix. Pourquoi je dois prendre le vôtre plutôt qu'un des 10 autres choix? Alors pourquoi? Eh bien, je pense que vous pouvez très sûrement voter pour Sophie de Brosse avec Jean Lassalle, tout simplement parce que c'est un vote du cœur et que le cœur, c'est ce qu'il y a de plus utile, c'est ce qui est le plus important dans les valeurs. Et quand on a des valeurs devant, pas des valeurs derrière, pour justifier quoi que ce soit, on peut mener une bonne politique pour la France comme pour le territoire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir dans cette campagne. Merci à vous. Je vous dis au soir du 12 juin. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir et à bientôt. Bonne fin de journée.